Philippe Jocquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire et civilisation grecque à l'université d'Aix-Marseille, chercheur au centre Camille Jullian, CNRS, Université et Ministère de la Culture. Et vous avez dirigé avec Georges Comet le numéro 28 d'Archéothéma, livraison mai-juin 2013, sur les inventions et techniques en Grèce et à Rome. À la lecture de ce numéro, on est quand même sidéré par l'ingéniosité des Grecs et des Romains. Et ce qui nous vient à l'esprit en refermant ce dossier, c'est l'expression populaire « on n'a rien inventé ». Qu'en pensez-vous ? Je pense que le terme que vous utilisez d'ingéniosité est certainement le bon terme en réalité. Parce qu'il y avait à la fois du génie et le souci, chez les Grecs comme chez les Romains, de triompher d'une manière ingénieuse, justement, de difficultés naturelles, toujours associées à un problème précis. Et l'ingéniosité, c'est peut-être ça la définition d'ingéniosité, c'est apporter une réponse ponctuelle à un problème ponctuel qui va se reposer éventuellement, et par conséquent, avec pour conséquence la mise en place, l'innovation, le développement d'innovation lié toujours à un point précis. C'est ça qui me paraît le plus important pour définir ce qui relève peut-être moins de l'invention que de l'innovation, mais qui est toujours la solution apportée à un moment précis, à un problème précis. Alors ça touche tous les domaines, effectivement, de l'innovation technique à Rome comme à Athènes, enfin en Grèce comme à Rome. On savait les Grecs, grands architectes et formidables soldats. On les connaît moins bien agronomes ou mécaniciens, ou techniciens. Est-ce parce que beaucoup de leurs inventions ou de leurs améliorations techniques ont disparu? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cette méconnaissance? Il y a, je pense, une sorte d'impossibilité à penser les Grecs comme innovateurs, comme les Romains, et cela relève plus d'une impossibilité psychologique des modernes, qui ont souvent évoqué le blocage technique, justement, des Grecs et des Romains, pour des raisons un peu obscures, il faut bien le dire, alors même qu'il suffit d'observer les objets eux-mêmes, d'observer les monuments, d'observer toutes les manifestations de leur génie, pour comprendre qu'au contraire, ils ont été des innovateurs hors pair. Et c'est quelque chose que l'on voit aussi bien en Grèce qu'à Rome. Donc, en réalité, la réponse à cette question est difficile, dans la mesure où, non, ces innovations, nous vivons encore avec, très largement, mais en revanche, tout ceci s'explique plus par un phénomène psychologique qui a été relayé par les plus grands historiens aussi, qui ont développé, qui ont repris ce thème du blocage technique, en réalité sans beaucoup de fondement. C'est ce que l'histoire des techniques antiques, depuis une trentaine d'années, essaye de prouver au contraire, en mettant en série un certain nombre d'innovations. Dans le gros article que vous avez rédigé pour ce numéro d'Archéothéma, qui concerne les innovations grecques, vous dites que les Grecs n'ont jamais cessé d'être des innovateurs hors pair. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les Grecs sont si différents des autres peuples? Alors, je pense qu'il est différent, peut-être pas si différent, mais ils ont, à chaque instant de leur histoire, mis en place des stratégies de réponse à des domaines qui les intéressaient plus particulièrement. Je pense notamment le grand producteur, le grand générateur d'innovation technique, ça a été le rapport des Grecs au sacré. Et ça les a conduits, en fonction d'une certaine définition de la religion, de la relation à Dieu, à mettre en place justement des innovations qui tenaient soit à l'architecture, et il y a dans le dossier un très bel article d'ailleurs de Didier Laroche sur ce qu'était l'architecture grecque, ses contraintes et ses innovations, mais également pour tous les types d'offrandes qui avaient une fonction précise, régaler la divinité à qui on les offrait du spectacle, non seulement de leur forme, mais également du souvenir de leur réalisation. Et l'exploit technique était en soi déjà une offrande au Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a déterminé, mais sur des siècles, à mon avis, depuis le IXe siècle avant au moins Jésus-Christ, ça a déterminé toute une évolution permanente des formes de l'innovation technique. Pourquoi sont-ce les Romains qui reprennent le flambeau de l'innovation ou de la création initiée par les Grecs? Et pourquoi les Romains et pas un autre peuple? On parle d'ailleurs très fréquemment des Égyptiens,
oui. De Mésopotamie aussi, mais il semble que, à la suite des Grecs, ce soit vraiment les Romains. On a souvent dit que les Romains étaient les héritiers des Grecs et que les Romains vainqueurs des Grecs avaient été en réalité vaincus par les Grecs eux-mêmes. Bon, ça c'est une expression célèbre, mais il est vrai que les Romains ont apporté, donc ont assimilé certainement les innovations grecques, ils lui ont apporté une dimension nouvelle, je pense, en pensant le monde de manière plus globale. Après tout, la cité grecque développait ses innovations dans des cadres assez limités. Rome et le pouvoir, l'Empire romain, ont dû mettre en place des stratégies innovantes pour assurer leur pouvoir sur les peuples. Ça passait par la maîtrise de l'eau, d'où l'innovation très forte en matière hydraulique, qu'il s'agisse des égouts, des canaux d'irrigation, du plaisir aussi lié au terme, et puis d'autres éléments, notamment l'utilisation de l'agroma, la division, le tracé des routes, des voies, exceptionnellement développées, était aussi un moyen pour Rome d'affirmer son pouvoir. Ce que les Grecs, toujours divisés à l'échelle des cités, n'ont jamais pu en réalité réaliser eux-mêmes. Donc il y a à la fois une grande continuité et puis une spécificité romaine qui est liée à l'histoire de Rome et de son empire. Alors concernant certaines innovations, on a parfois l'impression qu'on est resté sur le seul terrain de la théorie sans jamais franchir le pas de l'application pratique. Est-ce que c'est une impression qui est exacte? Et si c'est le cas, quelle est la raison qui explique ce manque ce passage qui ne se fait pas? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est tout à fait frappant de voir qu'à un certain moment, nos anciens se sont amusés. Ils ont eu plaisir à théoriser, à créer des machines qui n'ont jamais eu de développement réel. Et il y a là une tendance qui est celle que l'on retrouve également dans l'éloquence gréco-romaine. Il y a une technique, une sorte de technique épidictique. On parle de discours épidictiques qui n'ont qu'une fonction, c'est de montrer à tous la maîtrise que l'on a de leur oratoire. Il y a aussi chez ces mécaniciens une sorte de plaisir aussi à montrer, à manifester leur maîtrise de la technique, de la théorie, mais sans application réelle. Mais il y a eu malgré tout aussi beaucoup d'applications réelles de ces innovations. Alors, on découvre quand même des inventions incroyables, même si elles n'ont pas trouvé d'application. Alors, je pense en particulier, je les cite comme ça, un peu à la va-vite. Bon, il y a le distributeur automatique, il y a la douche, il y a les engrenages, il y a la pompe à piston qui, elle, a vraiment fonctionné. Il y a la géothermie, il y a l'odomètre qui est vraiment extraordinaire, qui permettait de calculer les distances, sur terre comme sur mer, le robinet, le roulement à billes, etc. Est-ce que toutes ces inventions étonnent encore, ou parviennent encore à étonner le spécialiste que vous êtes? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui, ma réponse sera brève, mais oui, c'est même une admiration. Les Grecs avaient un terme pour ça, et ils parlaient de Thomas. C'est-à-dire quand on était tellement stupéfait qu'on était paralysé. Mais parfois, face à ces inventions, on est effectivement paralysé, ça suscite un Thomas en nous. Et je pense notamment à une machine qui a beaucoup servi, qui est en relation directe avec la démocratie athénienne, et vous l'avez reproduit d'ailleurs dans les numéros, c'est le fameux clérothérion, cette machine qui permettait d'attribuer par le sort un rôle aux jurés des tribunaux grecs, des tribunaux athéniens. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça définit bien, me semble-t-il, l'esprit dans lequel ces innovations ont été faites, répondre à un problème précis, c'est-à-dire assurer une égale distribution des rôles dans la cité démocratique, créer une machine qui permet de le faire, et après une application, un champ d'application très large. Donc le clérothérion devrait avoir aujourd'hui un avenir beaucoup plus important qu'il ne l'est. Nous pourrions, vous et moi, être tirés au sort, des jurés, c'est vrai, mais pas par ce type de machine. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore découvrir dans les archives, les papyrus, les parchemins, des inventions qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui? Je dirais oui, naturellement, sans pouvoir prédire ce qu'on trouvera. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les plus belles découvertes, se font par hasard, et deux, sont liées effectivement à des découvertes de papyrus. Je crois que s'il y a encore un espoir de trouver du nouveau, c'est à travers des documents papyrus ou alors transmis par la tradition arabe aussi. C'est encore un autre volet, mais fondamental aussi. Donc, oui, l'avenir n'est pas fermé aux innovations grecques et romaines.
Alors, on présente au tout début du volume une arborescence avec les principaux inventeurs, entre guillemets, grecs et romains. Est-ce que, pour vous, il y en a un qui se détache en particulier de cette grande famille? Oui, Dédale. Je répondrai Dédale, le premier des inventeurs, le plus ingénieux de tous les inventeurs, puisque lui, à chaque fois, était obligé, il définit parfaitement le mécanicien, justement. Il a été obligé de mettre en œuvre une série de stratagèmes au service des uns et des autres pour triompher de difficultés diverses, et notamment s'échapper du labyrinthe. Donc, oui, je placerai Dédale sur l'Olympe des innovateurs grecs. Toujours dans le volume d'Archéothéma, on parle bien sûr du haut degré de développement de la vie politique chez les Grecs, vous le soulignez d'ailleurs très bien dans votre article, du bouillonnement intellectuel qui est caractérisé et symbolisé aussi par la bibliothèque d'Alexandrie. On parle aussi des célèbres routes romaines, des moyens de transport, des techniques d'attelage. Qu'est-ce qui, selon vous, diffère entre l'ingéniosité des Grecs et des Romains? Y a-t-il des domaines où les uns ont davantage excellé que d'autres, ou que les autres, pardon? Je pense, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la relation des Grecs tout à fait particulière au sacré et au politique. Ils ont conduit à mettre en œuvre des réponses ingénieuses, qui sont des mécanailles, qui sont l'œuvre de ces mécaniciens, justement. Les Romains sont dans une stratégie impérialiste, employant le mot, et donc ils vont beaucoup plus creuser des domaines qui avaient été moins par les Grecs, même s'il y a de très belles expériences, et notamment, comme on le disait, dans le domaine de l'attelage, enfin du transport, dans le domaine du commerce maritime, dans le domaine des voies, les voies romaines, après tout, on est toujours en train de marcher sur ces voies romaines. Donc tous ces domaines liés, évidemment, à une des fonctions principales de ces innovations romaines, c'est-à-dire la maîtrise du pouvoir, le pouvoir. Je crois qu'il ne faut pas détacher l'innovation technique de contextes, ils sont soit sacrés, soit politiques, et souvent les deux, d'ailleurs. Le dossier se termine par un article important rédigé par Georges Commet sur le Moyen-Âge, que j'ai trouvé pour ma part étonnant. On est très loin des clichés hérités du siècle des Lumières, d'un Moyen-Âge obscur, intégral, tant sur le plan intellectuel que pratique d'ailleurs. Mais me semble-t-il, il y a eu davantage d'amélioration que d'innovation technique proprement dit. Et quel est votre avis sur ce sujet? C'est pour moi l'occasion de rendre hommage au travail de Georges Commet et de sa parèdre, si je puis dire, qui était Marie-Claire Amoriti, à laquelle j'ai succédé ici. Je ne peux pas parler sans émotion, parce qu'elle est vraiment ici la mère, avec Georges Commet, de l'histoire des techniques, telle qu'elle était enseignée dans notre université. Et on voit très bien, à travers l'article de Georges Commet, le reflet de cette réflexion très, très innovante aussi qu'ils ont conduite pendant des années dans cette université. Et il est vrai que ce Moyen-Âge, eh bien, il est hors des clichés, de nouveau, comme l'était la Grèce et Rome, hors de ces clichés sur le plan de l'histoire des techniques. Et c'est la grande liberté d'esprit de Georges Commet comme de Marie-Claire Amoriti qui nous ont permis, finalement, qui ont tracé la voie pour repenser, revisiter ces lieux communs. Il faut bien dire que c'était des lieux communs. On peut donc considérer que le Moyen-Âge est l'héritier de la période gréco-romaine, dans ce domaine-là aussi? Oui, oui. Et alors la tendance qu'on a eue ensuite à vouloir sauter pieds joints par-dessus le Moyen-Âge pour retrouver l'Antiquité, étant ici aussi dans ce domaine une erreur fondamentale en réalité. Et on voit bien combien le Moyen-Âge s'est construit, s'est nourri aussi de cet héritage antique, et qu'il y a en fait continuité, il n'y a pas solution de continuité entre l'Antiquité et la période moderne. Et le Moyen-Âge a joué un rôle très important, y compris dans la transmission même de ces savoirs, transmission écrite aussi. Bien, mais Philippe Jocquet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.